Quel lien y a-t-il entre démographie, emploi, ville et eau potable? La question vaut d'être posée car la moitié des habitants de la planète vivent désormais en ville et il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde, en tout cas pas assez d'eau propre. Regardons en carte les liens entre la ville et l'eau. En 2003, la population mondiale est de 6,3 milliards d'habitants. La moitié de cette population vit dans les villes et cette concentration urbaine forme de plus en plus des mégapoles. Parmi les villes de plus d'1 million d'habitants, 50 sont en Europe, 48 en Amérique du Nord et 38 en Amérique du Sud, 34 en Afrique et 153 sont en Asie. On voit sur cette carte que ces villes sont avant tout dans les pays en développement. Et, vrai ou faux, les villes sont synonymes d'emploi, de nourriture, de meilleures conditions de vie et souvent d'espoir. Or, la croissance rapide de ces villes du Sud a plusieurs conséquences. Prenons le cas de Mexico. Mexico est l'une des villes les plus peuplées au monde, avec 18 millions d'habitants. Elle concentre 45% de l'activité économique du Mexique et accueille autant des sites industriels que des populations. À côté des quartiers résidentiels situés au sud-ouest de Mexico, se sont développés dans la périphérie nord des habitats pauvres, sans plan d'urbanisme et des habitats souvent illégaux. Or, Mexico s'est construite au centre d'un cercle de montagnes, ce qui freine l'extension de la ville et pousse les bidonvilles sur les flancs des collines. L'eau des sources et les lacs présents dans la cuvette sont insuffisants, l'approvisionnement en eau de la mégapole est difficile à gérer, et il a fallu pomper dans les nappes phréatiques, notamment autour de Toluca. L'exploitation de ces nappes est désormais au maximum. Les pompages se poursuivent maintenant sur le rio Cutzamala et le rio Lerma. Ce qui n'est pas aisé car les stations de pompage sont à 1200 mètres plus bas que la ville de Mexico. Aujourd'hui, il existe des projets de pompage prévus plus loin sur le rio Amacuzac, mais là, on a des intérêts divergents puisque le rio Amacuzac fournit déjà de l'eau pour l'irrigation et les activités de tourisme de la région. Donc, tension sur l'eau, risque de pénurie, accès inégal à l'eau, selon que l'on vit dans les quartiers favorisés ou les quartiers pauvres, où parfois seul le camion-citerne alimente les foyers. Alors, l'urbanisation anarchique, la surexploitation des nappes phréatiques aggrave deux risques potentiels: les séismes et les inondations. Lors du tremblement de terre de 1985, de nombreux tassements en centre-ville sont dus au pompage des nappes. Ensuite, le risque d'inondation a augmenté avec la construction de logements sur des terrains en pente cimentés, car l'eau ne pénètre plus dans la terre, mais elle ruisselle et elle inonde la vallée. Maintenant, allons en Asie. Problèmes d'approvisionnement, d'assainissement, de pollution, risque de pénurie, de maladies, l'eau peut aussi être une menace pour les villes, comme le montre l'exemple du Bangladesh. Dans le sous-continent indien, en zone de mousson, 4 mois par an, l'eau est omniprésente. Au Bangladesh, elle a donné des terres fertiles qui ont permis la riziculture et rendu le pays presque autosuffisant sur le plan alimentaire, mais elle devient vite une menace. Le pays est totalement structuré par les fleuves, il s'organise autour des deltas du Gange et du Brahmapoutre et des fleuves Meghna et Tista. Ensuite, par sa position au fond du golfe du Bengale, le pays est régulièrement parcouru par de véritables cyclones tropicaux, ce qui fait que la combinaison de ces pluies diluviennes, de crues pendant la mousson et de vents violents qui poussent les eaux de la mer vers les côtes, tous les ans, cela fait subir au Bangladesh des inondations majeures. Or, elles sont encore aggravées par la forte densité de population. Dhaka, la capitale, avec ses 10 millions d'habitants, est située en zone inondable. Et son extension se poursuit aujourd'hui de l'autre côté du fleuve, dans une zone marécageuse, avec des habitations précaires. Le Bangladesh est un des pays les plus menacés par l'élévation du niveau de la mer. Une remontée de 1,50 m inonderait 16% du territoire et toucherait 17 millions de personnes. Alors le gouvernement du pays est très préoccupé par les changements climatiques, mais il est impuissant pour l'action et même pour la décision, car celle-ci se situe à une échelle internationale qui le dépasse
totalement. L'Asie est aujourd'hui le premier consommateur d'eau au monde, soit 70% de la consommation mondiale. Cela s'explique par le poids démographique et parce que là, en Asie, se trouve la majorité des terres irriguées au monde. La quantité d'eau potable disponible a chuté de 50% en Asie au cours des années 1990 et on estime maintenant qu'en 2025, la Chine, l'Inde, le Pakistan devraient connaître des pénuries en eau, à moins que d'ici là, des systèmes de répartition soient mis en place, mais à échelle régionale et non pas à échelle nationale. Par exemple, il faut savoir qu'en 2003, la majorité des foyers asiatiques ne disposent pas d'un accès à l'eau courante, domestique, ni de sanitaire, à l'exception du Japon et de la Corée du Sud. Regardons concrètement en Thaïlande le cas de Bangkok. La capitale est toujours en pleine croissance, elle doit pomper dans ses nappes phréatiques, et conséquence de ce pompage, la ville subit de nombreux affaissements du sol qui fragilisent les surfaces bâties. Les quartiers est et sud de Bangkok s'affaissent de plusieurs centimètres par an. On continue à construire de nouvelles rues sur d'anciens canaux, soit par-dessus, soit à la place en comblant les canaux. Résultat, pendant la saison des pluies, l'évacuation des eaux vers le Chao Phraya, qui est le fleuve qui traverse la ville, est ralentie et l'eau inonde plusieurs quartiers de la ville. Quant à la qualité de l'eau en Asie, elle est très variable. En Chine, en Inde, en Indonésie, entre 25 et 50% de la population n'ont pas accès à de l'eau salubre, et au Laos, Népal, Bhoutan, cela concerne entre 50 et 75% des populations. Alors pourquoi ? Eh bien parce que les populations utilisent les eaux non traitées, déversées dans les rivières, les fleuves, les canaux qui traversent les villes. Or, il faut savoir que dans l'ensemble des pays en développement, seuls 10% des eaux usées sont traitées. Et ces eaux usées, chargées de contaminants chimiques, favorisent les maladies à partir de virus, de bactéries, de parasites contenus dans l'eau. Chaque année, le choléra et les diarrhées touchent 700 millions de personnes. Il faut savoir par exemple que 90% des lits des hôpitaux publics au Brésil sont occupés par des malades atteints de maladies dues à la pollution de l'eau. Cela dit, les problèmes de pollution ne concernent pas seulement les pays en développement. Par exemple, en France, la gravité est moindre, mais le problème est le même. L'élevage intensif de porcs en Bretagne pollue au nitrate des eaux souterraines et de surface, rendant l'eau courante dans plusieurs villes du Finistère et des Côtes-d'Armor non potable. Voilà, je vous ai présenté une vision ramassée et volontairement alarmée, tout simplement parce que la situation est alarmante. De même, il convient de réfléchir à ce problème de la privatisation de l'eau à l'échelle de la planète. Peut-être que l'eau devrait devenir ce qu'on appelle un bien public mondial. Il convient peut-être de réfléchir à la façon de ne pas à terme privatiser l'air. Cela paraît absurde, mais on n'aurait jamais imaginé, il y a 20 ans, de pouvoir à ce point privatiser l'eau. Donc voilà des pistes de réflexion qu'il convient peut-être d'avoir pour les années qui viennent.